Bienvenue dans le 15h de la RTD, voici les titres de ce journal. L'atelier portant sur la validation de la stratégie nationale de santé communautaire s'est clôturé. Vous entendrez le ministre de la Santé dans ce journal. Et face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien a réitéré son opposition à cette initiative. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Au terme de 3 jours de travaux à l'hôtel Kepensky, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabel Abdileh, a clos l'atelier portant sur la validation de la stratégie nationale de santé communautaire. Outre le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, la séance de clôture a vu la participation du représentant adjoint de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, M. Farhad Hassan Farah, du représentant adjoint de l'UNICEF et des parlementaires. Le ministre a félicité l'ensemble des parties prenantes qui ont apporté donc leur contribution dans l'élaboration de cette nouvelle stratégie visant à promouvoir la santé communautaire pour les 5 prochaines années. Assortie d'un plan opérationnel et d'un budget prévisionnel, cette stratégie nationale de santé communautaire se crédite déjà du soutien des principaux partenaires financiers et techniques à l'image de l'UNICEF et de l'OMS. Le ministre a salué, vous l'entendrez, l'engagement fort des organismes onusiennes aux côtés du département de la santé, mais également les soutiens des parlementaires, des préfectures et de la société civile pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale et inédite de santé communautaire, ouvrant la voie aux perspectives prometteurs à l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Au nom des parlementaires, l'honorable Kamel Hamed a affiché sa pleine adhésion aux principes et aux objectifs visés par cette nouvelle stratégie de sabre communautaire qui sera donc soutenue et suivie par les élus nationaux. Le député Kamel Hamed Ahmed a remercié le ministre et ses collaborateurs pour avoir impliqué les membres de la représentation nationale. C'est vrai que la santé communautaire constitue aujourd'hui une dimension essentielle dans la stratégie des soins de santé primaires. Et comme j'ai pu le mentionner avec monsieur le secrétaire général lors de l'ouverture de cet atelier, je pense que c'est un pas très important puisque c'est de permettre aux communautés de contribuer et de participer aux soins de santé primaires. C'est quelque chose qui aujourd'hui a tout son sens à Djibouti. Et sur lequel, une fois de plus, on ne saura au niveau d'UNICEF que se mettre en support constant pour cette dynamique. S'inscrire dans cet atelier, c'est permettre aussi de redynamiser toutes les approches communautaires sur des bases techniques élaborées, en offrant plus de chances et de réussite et de durabilité pour toutes et tous. C'était donc le mot du représentant adjoint de l'UNICEF, M. Franck Abey. Et dans son discours, le parlementaire Kamel Hamed Ahmed a remercié le ministre de la Santé d'avoir associé les élus du peuple pour l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de santé communautaire. Nous l'écoutons. C'est avec un réel plaisir et un devoir agréable que j'ai participé avec mes collègues aux travaux de validation de la première stratégie nationale de santé communautaire pour la période 2024-2028. Au nom du président de l'Assemblée nationale, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de l'Assemblée, je voudrais sincèrement remercier le ministère de la Santé et plus particulièrement son Excellence M. Ahmed Rabel Abdileh, le ministre de la Santé, pour nous avoir associés à cet exercice qui nous tient tant à cœur et qui contribuera sans aucun doute à l'amélioration de la santé de la population et par la population. Mesdames et messieurs, comme inscrit dans les documents de la stratégie nationale, la santé de la mère et de l'enfant dans notre pays reste préoccupante au regard de l'évolution de la mortalité maternelle et infantile au cours des 10 dernières années et reste largement au-dessous des attentes des ODD. Cependant, pour répondre aux objectifs de développement durable en 2030, la République de Djibouti doit déployer beaucoup plus d'efforts. Tout cela ne pourra se faire que par l'exécution de la stratégie nationale de la santé communautaire 2024-2028 et de la mise en œuvre des interventions communautaires qui assurent l'accès aux soins de qualité, l'engagement communautaire et une réponse adéquate et pérenne aux besoins des mères et des nouveau-nés en matière de santé
Évidemment, toutes ces interventions indispensables pour l'amélioration de la santé de notre population ne verront le jour qu'avec une approche communautaire solide, intégrée et inclusive, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires. Et prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé a rappelé l'historique de la santé communautaire qui remonte aux années 1980 où notre pays a commencé à mettre en place les premières plateformes communautaires. Cette stratégie, a-t-il dit, va aider les populations vivant au-delà de 5 km d'une formation sanitaire pour assurer l'accès aux soins à ces populations. L'écoute. La santé communautaire occupe une place centrale dans notre vision d'un Djibouti prospère et en bonne santé. Nous reconnaissons que les défis auxquels notre système de santé est confronté ne peuvent être relevés efficacement sans une approche inclusive et participative, plaçant les communautés au cœur des décisions et des actions qui les concernent directement. Cette stratégie que nous avons élaborée ensemble repose sur des années d'expérience, de recherche et de consultation avec les parties prenantes à tous les niveaux. Elle incarne notre engagement à construire un système de santé résilient, durable et adapté aux besoins spécifiques sur nos communautés diverses et dynamiques. Cette stratégie donc repose sur des piliers fondamentaux que sont l'accessibilité, la participation communautaire, la qualité des services. Mesdames et messieurs, cette stratégie n'est pas seulement un document sur le papier, c'est un engagement concret envers nos communautés, un appel à l'action pour chacun d'entre nous à jouer un rôle actif dans la réalisation de cette vision commune d'une nation en bonne santé. Vous avez eu l'occasion donc d'examiner en détail cette stratégie et son plan opérationnel, d'échanger les idées et de recueillir donc les principaux contributions. Ensemble, nous pouvons faire une différence tangible dans la vie de nos concitoyens et construire un avenir plus sain et plus promoteur pour tous. Et je vous emmène en Côte d'Ivoire à présent, à Abidjan, où a lieu la cérémonie d'ouverture de la 60e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie confémène, sous l'égide du Premier ministre ivoirien Robert Begré Amambé. Cet événement d'envergure a rassemblé de nombreux dignitaires et représentants des pays membres de la confémène. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, était présent aux côtés de l'ambassadeur de la République en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali, de Mme Ayane Ousmane Abrar, conseillère technique et correspondante nationale de Djibouti auprès de la confémène, et de M. Ahmed Adan Nour, directeur financier et responsable financier du PASEC. La cérémonie d'ouverture de cette 60e conférence ministérielle, dont le thème était axé sur les enjeux, les stratégies et les perspectives de l'enseignement général, technique et scientifique dans l'espace francophone pour atteindre l'objectif de développement durable, revêtait donc une importance capitale pour le pays hôte. L'Assemblée regroupait donc des ministres de l'éducation des pays membres de la confémène, ainsi que leurs représentants, les hauts cadres du gouvernement ivoirien, les représentants diplomatiques des pays présents, les partenaires techniques et financiers, les correspondants nationaux, les observateurs, les personnalités publiques et privées, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. Le point culminant de la cérémonie a été le passage du maillet, donc symbolisant le transfert de responsabilité entre le président actuel de la confémène et sa successeur, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire, qui devient ainsi la nouvelle présidente donc, de la confémène. La soirée s'est conclue par le discours du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, pays hôte donc de l'événement. Et cette donc 60e session ministérielle de la confémène, rassemblant les ministres de l'éducation des pays membres, a débuté en force donc ce jeudi, précédant cette rencontre d'importance, une série de réunions préparatoires ont facilité les délibérations des ministres. Et bien, dès le lundi 22 avril, la commission administrative et financière s'est penchée sur divers points, dont le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2023, l'audit donc du PASEC, les états financiers et le budget pour l'année 2024. Les correspondants nationaux des pays membres ont examiné en détail le rapport d'activité de l'année
précédentes, le plan d'action 2024 de la Confémen, ainsi que d'autres documents importants. Ils ont également discuté de l'ordre du jour de la session ministérielle et des propositions de thèmes pour les futures réunions. De plus, la création du poste du représentant de la jeunesse de la Confémen a été présentée dans le but d'encourager la participation des jeunes à travers leurs idées et aspirations. Djibouti, représentant la région de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, a été désigné pour siéger au bureau de la Confémen pour la période 2024-2026. Madame Ayane Ousmane Abrar a été donc désignée comme rapporteur général du bureau. Eh bien, les membres du bureau de la Confémen se sont réunis pour évaluer la mise en œuvre des décisions précédentes des jours précédents. Les ministres ont souligné l'importance du paiement des contributions statutaires pour le bon fonctionnement de l'institution, félicitant Djibouti pour son engagement financier. Une réunion à huis clos a ensuite eu lieu pour discuter des prochaines réunions et du fonctionnement du secrétariat technique permanent. La session s'est clôturée ce vendredi, hier, par un panel de discussion où les participants ont partagé leurs expériences et modèles inspirants. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre de la deuxième phase de sa visite au Royaume du Maroc, le ministre du Travail a effectué une visite au siège de la CNSS à Casablanca. Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger leurs expériences afin de rechercher des axes de coopération en matière de santé et de protection sociale. Les discussions ont été productives, ouvrant la voie à une collaboration étroite entre les deux institutions. La délégation a également visité le centre hospitalier universitaire de Rabat, où une réunion de travail a eu lieu entre la délégation djiboutienne conduite par le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et le directeur du CHU, le professeur Raouf Mohsen, accompagné de son équipe. Les discussions ont principalement porté sur les possibilités de collaboration entre la CNSS et le CHU, en mettant particulièrement l'accent sur les domaines de la santé publique et de la protection sociale. Et enfin, la visite officielle du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale s'est clôturée par une rencontre avec le ministre de la Santé et de la protection sociale du Royaume du Maroc. À cette occasion, deux mémorandums d'entente ont été signés pour renforcer la coopération Deux mémorandums ont été signés pour renforcer la coopération dans les domaines de la santé et de la protection sociale entre les deux pays. La cérémonie de signature présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aïd Taleb, en présence du ministre du Travail, djiboutien, Omar Abdi Saïd, ainsi que du directeur général du CHU de Rabat et de la directrice de la CNSS, Derra Ahmed Rable, a officialisé ces accords. Le premier vise à renforcer la coopération en matière de protection sociale, tandis que le deuxième établit un cadre de coopération entre le CHU de Rabat et la CNSS de Djibouti visant à renforcer les capacités des professionnels de la santé dans divers domaines. Ces accords s'orientent également vers la promotion de la recherche scientifique, l'échange de savoir-faire, la formation continue et le renforcement des compétences professionnelles dans le domaine de la santé et de la protection sociale des deux pays. En marge de la visite officielle, le ministre et sa délégation se sont rendus au siège de l'organisation panafricaine dénommée Cité du gouvernement locaux à Rabat. Dans l'actualité également, le CDC d'Al-Hiba a accueilli hier une importante délégation sous la conduite de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui.
Aux côtés de ses proches collaborateurs, de la famille littéraire, la ministre, se félicitant de cette belle réussite de la deuxième édition du Salon du Livre, a remercié la communauté d'Al-Hiba et s'est déclarée confiante de la reconnexion des jeunes avec les valeurs culturelles et littéraires. Par ailleurs, ces moments d'échange interactifs et de partage dans les deux cas a rassemblé sur place plusieurs cadres du ministère de la Jeunesse à Al-Hiba, comme au CDC donc de 4 et 7. Des photos de famille ont été prises, immortalisant ce moment d'échange et de convivialité et surtout d'expérience. Depuis hier soir, des pluies intermittentes donc s'abattent sur Djibouti-Ville. Ces averses qui interviennent durant cette période de début de la saison chaude ont été accompagnées de tonnerre. Ces douces averses dans la capitale donc sont désolation pour les habitants de la ville qui se sont réveillés à la normale, rappelant que c'est vers 5 heures du matin aujourd'hui que la pluie a commencé à tomber. Et bien, une précipitation accompagnée de vent doux et frais pendant la période, donc la durée de l'averse. Le ciel a été fortement dégagé, aucun dégât donc est à signaler après ces pluies nocturnes, sauf quelques flaques d'eau sur certains axes. Et la ville de Tadjoura a franchi une étape cruciale dans son développement avec le lancement d'un projet d'adduction d'eau potable en réponse aux doléances des résidents exprimées aux autorités locales et aux chefs de l'État. Ce projet a été initié grâce à un partenariat avec la Banque mondiale. Le renforcement du réseau d'eau potable constitue l'une des premières étapes de ce projet ambitieux. Des investissements substantiels ont été réalisés pour moderniser et étendre le réseau, garantissant ainsi une distribution plus fiable et efficace à travers toute la ville. De nouvelles installations et équipements ont été mis en place pour accroître la production et garantir un accès équitable à l'eau potable pour tous les habitants. Ces efforts donc visent à atteindre davantage de foyers et assurer un approvisionnement continu en eau potable. Des réservoirs supplémentaires ont été construits afin de garantir un approvisionnement stable et fiable, même en cas de fluctuation de la demande. Pour assurer une disponibilité continue de l'eau potable, des travaux ont également été entrepris pour augmenter la capacité de stockage de la production. Cet engagement en faveur d'un approvisionnement en eau potable de qualité témoigne de la volonté collective de la ville de Tadjoura de garantir un avenir meilleur pour ses résidents. والله هبا حافتاي كنا بدولي مقع علي ما حافتاي كدت عبي إلا شقينا حافت وعدي بوياتت إلا عقو شقني من قوكتي كدت عبي إلا شقي. Et par la suite, donc, le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a effectué une visite d'inspection des nouveaux forages d'adduction d'eau dans la région, accompagné de représentants locaux et d'experts en gestion de l'eau. Le préfet a pris connaissance des progrès réalisés dans le cadre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable financé par la Banque mondiale. Au cours de la visite, le préfet a pu observer de près les deux forages et évaluer leur fonctionnement et leurs impacts sur la communauté. Pour répondre à l'urgence de la situation, les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD, ont travaillé jour et nuit pour que ces adductions soient disponibles dans les délais impartis, démontrant donc parallèlement une attention particulière a été portée à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales pour répondre aux besoins essentiels de la population en matière d'eau potable. Et je vous amène au sud du pays à présent, à Lissabé, où dans le cadre de la campagne nationale de détection des jeunes talents, la Fédération djiboutienne de football vient de lancer la deuxième étape donc, de cette campagne à Lissabé, au stade donc Raré.
L'événement a eu lieu en présence des autorités locales. Pour cette initiative d'envergure, la Fédération djiboutienne de football a mobilisé pour cette région le coach français Sébastien Duc, mandaté par la FIFA pour servir le football djiboutien, ainsi que des coachs locaux. Donc, il rappelle que rappelons que le programme donc, développement des talents de la FIFA a pour mission principale d'investir dans les académies. L'objectif est que donc d'ici 2026, chaque association membre dispose d'au moins une académie ou un centre d'excellence. Il servira également à accompagner les équipes nationales l'identification des talents, les entraîneurs de haut niveau et les compétences structurées. Aujourd'hui, on d'Ali Sabier pour le deuxième tour de la détection nationale de la Fédération djiboutienne de football. Après avoir détecté parmi plus de 300 enfants sur Ali Sabier, aujourd'hui on a une cinquantaine de garçons, une trentaine de filles pour notre deuxième tour. L'idée c'est de les évaluer collectivement, techniquement, physiquement, mentalement, pour faire en sorte sur le troisième tour qu'on fera au mois de mai, de garder les 20 meilleurs garçons, les 20 meilleures filles. C'est une vraie avancée pour le football national et le football local, un vrai soutien des régions. Et on espère que les meilleurs joueurs et joueuses intégreront l'Académie nationale qui commencera en septembre à Douda, où là, les meilleures joueuses et joueurs du pays bénéficieront d'un entraînement par jour. Ils seront hébergés sur place avec l'école aussi intégrée dans l'académie. Je vous le disais en titre, face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a réitéré son opposition à cette initiative. Donc Abdel Fattah al-Sisi redoute en particulier l'arrivée massive de Palestiniens sur son territoire. À la frontière égyptienne, cette ville du sud de Gaza est utilisée comme refuge par au moins 1 million de Palestiniens. L'Égypte a déjà menacé de suspendre son traité de paix avec l'État hébreu en cas d'invasion de Rafah. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.